Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'Astrolabe et bienvenue à cette 34e édition du Festival d'astronomie populaire du Mont Mégantic. Dernière soirée du festival de cette édition. On est très heureux de vous voir en grand nombre. On espère que la météo sera de notre côté ce soir pour vous permettre d'observer. On travaille fort là-dessus. Je serai les vôtres ce soir. J'aurai la chance d'être à l'Observatoire scientifique en compagnie de Super Julien, technicien ici. On espère vous montrer des très belles choses. Mais pour l'instant, on a la chance de recevoir un conférencier invité qui va nous parler d'astronomie, de particules et de messagers de l'univers. C'est Samuel Trépanier. Samuel, c'est un bon ami à nous. Il a travaillé 3 ans ici comme animateur à partir de 2009, au moment où il complétait ses études en physique. Et là, il est à la maîtrise en astrophysique à l'université McGill. Il se spécialise dans les observations à haute énergie, observations en gamma. Et ce soir, sa présentation s'intitule « Les messagers de l'univers ». Alors, sans plus tarder, je demande de l'accueillir chaleureusement, Samuel Trépanier. Merci Guillaume. Alors, bonsoir à tous. C'est un plaisir pour moi d'être de retour ici à l'Astrolabe pour vous présenter ce qui me passionne, l'astronomie des hautes énergies. Ma présentation qui s'intitule « Les messagers de l'univers ». Donc, je vais vous parler des différents messagers de l'univers. Mais tout d'abord, messager. Pourquoi messager? Pourquoi on dit messager? Est-ce que c'est... OK, Henri? Peut-être F5. Excellent, voilà. Donc, les messagers de l'univers, qu'est-ce que j'entends par messager? En fait, les messagers, ce sont des observateurs, donc des choses qu'on peut observer, et qui vont nous envoyer des messages littéralement de l'univers, qui vont nous permettre de comprendre l'univers. Et ici, je vous laisse le suspense, donc je vais vous parler en fait de 4 différents messagers, donc les 4 messagers qu'on utilise aujourd'hui, qu'on connaît pour en apprendre plus sur notre univers. Mais d'abord, une première question, qu'est-ce que l'univers? Donc, l'univers, ça comprend tout ce qui nous entoure, incluant nous autres-mêmes. Donc, toutes les galaxies, les amas de galaxies, toutes les étoiles qu'on voit dans le ciel, toutes les planètes, la Terre, la salle multimédia dans laquelle on se trouve, et nous autres-mêmes, nous sommes l'univers. Mais l'univers, de quoi est-il fait? De quoi est-il composé? C'est composé d'atomes. Donc, les atomes, ce sont des petits blocs qui forment la matière. Il y en a des plus gros, des plus petits. Selon la taille des atomes, on va avoir différents éléments du tableau périodique. Donc, il y a plus que 100 éléments qui composent la matière. Par contre, contrairement à ce qu'on croyait au départ, les atomes ne sont pas indivisibles. Donc, sont composés de plus petites particules. En leur centre, il y a un noyau de protons et de neutrons. Et autour, il y a des électrons qui tournent. À leur tour, les protons et les neutrons ne sont pas indivisibles. Ils aussi sont constitués de particules encore plus petites, que sont les quarks et les gluons. Alors, ces particules-là sont les particules fondamentales. Donc, jusqu'à maintenant, on ne connaît pas de particules plus petites. Ces particules-là sont indivisibles, selon nos connaissances actuelles. Et ces particules-là font partie d'une théorie qu'on appelle le modèle standard. Donc, le modèle standard, c'est l'une des théories des sciences qui a le plus de succès, donc à prédire nos observations. Et le voici, le modèle standard. Donc, ça paraît peut-être un petit peu compliqué. Il y a beaucoup d'éléments, peut-être, que vous avez donc des mots bizarres que vous n'avez jamais vus. Mais dites-vous que c'est beaucoup plus simple. Peut-être que vous êtes familier avec le tableau périodique. Mais le tableau périodique, ça contient plus de 100 éléments, tandis que le modèle standard, c'est seulement 17 particules. Donc, 17 blocs fondamentaux qui est à l'origine de toute la matière qui nous entoure, qui est à l'origine même de nous-mêmes. Et sur ces 17-là, il y en a seulement 5 qui composent la matière ordinaire. Donc, les quarks, les électrons, les gluons et les photons. Et pourquoi je vous parle du modèle standard? En fait, c'est parce que ce modèle-là, ces particules du modèle standard... Oups, pardon. Un peu trop vite. Les particules du modèle standard, certaines d'entre elles sont des messagers de l'univers. Donc, lorsque je vais vous parler des différents 4 messagers, certains se retrouveront dans ce modèle-ci. Alors, sans plus tarder, commençons avec notre premier messager. Le premier messager de l'univers, c'est le messager qu'on peut détecter avec nos yeux. Alors, je ne sais pas si vous avez une idée de quel messager il s'agit. L'amour. L'amour. Oui,
bon amour avec l'idée. Le photon, ok, donc le photon, exactement, donc le photon qui est une particule de lumière, donc je vais revenir un peu plus tard, mais donc la lumière. Donc la lumière sera le premier messager dont je vais vous présenter ici. Donc en fait, le photon, le premier messager, a été l'unique messager pendant des dizaines de milliers d'années. Donc depuis que l'homme observe le ciel et voit les étoiles, il observe l'univers sous le messager de la lumière. Mais même si ce messager-là, bon, c'est un seul des 4 messagers, mais ce messager-là nous envoie un paquet d'informations et seulement à l'œil nu, il y a plein de choses qu'on peut déduire. Donc ici, déjà, nos anciens observaient le soleil et grâce au mouvement du soleil, ça leur permettait de se repérer dans les moments de la journée. Les observations des phases de la Lune leur a permis d'être à la base des premiers calendriers. Le mouvement des étoiles aussi, de jour en jour, leur a permis de prévoir les saisons. Donc, ils se rendaient compte que les étoiles se déplaçaient. En fait, plus tard, on a appris que c'est la Terre qui tournait autour du Soleil. Et les ancêtres aussi connaissaient bien les planètes, donc ces astres errants, des points lumineux qui se déplaçaient dans le ciel par rapport aux étoiles qui, elles, étaient statiques. Alors, voilà pour le ciel à l'œil nu. Mais ensuite, on a inventé aussi le télescope et Galilée, en 1608, a été le premier à pointer sa lunette astronomique dans le ciel pour faire des observations. Et il a fait une foule d'informations qui a changé notre conception de l'univers. Pour en nommer quelques-unes ici, donc il y a les phases de Vénus que Galilée va observer, les cratères sur la Lune, les lunes de Jupiter. Alors, toutes ces observations-là vont changer drastiquement notre vision de l'univers. On va passer d'un modèle où la Terre est au centre de l'univers pour finalement se rendre compte qu'en réalité, la Terre tourne autour du Soleil. Et la lumière, donc, ce premier messager, on s'est rendu compte que lorsqu'elle passait par un prisme, elle se décomposait dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. La lumière blanche du Soleil pouvait créer l'arc-en-ciel comme ça. Donc, Newton, ça a été le premier qui a expliqué ce phénomène-là. Et donc, c'est le même phénomène qui est à la base, qui crée les arcs-en-ciel qu'on peut voir dans le ciel. Et si on zoome sur cet arc-en-ciel-là, on va se rendre compte qu'il y a tout plein de barres noires comme ça. Donc, ça ressemble un petit peu à un code barre. C'est un petit peu la même utilité. Parce que selon la position de chacune de ces barres-là, ça va nous donner une indication sur la composition chimique de l'objet qu'on observe. Donc ici, en fait, c'est un seul arc-en-ciel qui a été mis un par-dessus l'autre. Donc c'est en fait un très très long arc-en-ciel, mais l'écran n'était pas assez grand, donc qu'est-ce qu'on a fait? On les a superposés. Et chacune de ces lignes-là nous donne l'information sur la composition du Soleil. Par exemple, on sait que ces deux barres-là nous indiquent qu'il y a du sodium dans le Soleil. Donc voilà encore une fois la lumière, le spectre de la lumière va nous donner beaucoup d'informations, le premier messager. Mais il ne se limite pas à la lumière visible. Donc, en 1800, William Herschel a décomposé encore une fois la lumière blanche du Soleil avec un prisme. Puis, avec un thermomètre, il a tenté de mesurer la température des couleurs. Puis, il s'est rendu compte qu'il mesurait une température, mais à l'extérieur de l'arc-en-ciel, donc de dépasser le rouge. Ce qu'il avait fait comme découverte, c'était le rayonnement infrarouge. Donc, la lumière qu'on ne peut pas voir avec nos yeux. Similairement, en 1801, Ritter a placé un papier imbibé de chlorure d'argent vis-à-vis de l'arc-en-ciel et s'est rendu compte que le papier brunissait au-delà du violet. Alors, ce qu'il a fait comme découverte, c'est un autre rayonnement qui est invisible pour nos yeux, le rayonnement ultraviolet. Alors, la lumière, en fait, ça ne se limite pas à ce qu'on peut voir avec nos yeux, ça fait une minime partie de ce qu'on appelle le spectre électromagnétique, donc les ondes électromagnétiques. Alors, voici le spectre dans toute sa grandeur, en partant des ondes radio jusqu'aux rayons gamma. Et la différence entre les ondes radio et les rayons gamma, en fait, c'est la longueur d'onde. Plus la longueur d'onde est grande, plus on est à gauche ici, dans les ondes radio, et la longueur d'onde se diminue, donc devient de plus en plus petite en direction des rayons gamma. Alors ici, dans le bas de la diaporama, on voit la longueur d'onde typique de chacune des ondes électromagnétiques. Et on se rend compte aussi, donc, en haut, on voit l'utilité de chacune des ondes électromagnétiques qu'on a dans la vie quotidienne. Donc, du côté des ondes radio micro-ondes, ce sont des ondes moins énergétiques, donc assez inoffensives aussi. Donc, on va les utiliser pour des moyens de communication, pour réchauffer nos aliments.
Et plus on va du côté des rayons gamma, plus il y a d'énergie dans ce rayonnement-là, et plus sont potentiellement dangereuses. Donc, on a les UV dont lesquels il faut se protéger avec la crème solaire, les rayons X qui nous permettent de voir au travers des camps. Donc, le rayonnement est dangereux. Et les rayons gamma, dont certaines expériences fictives, dans ce cas-ci, ont mal tourné. Donc, chacun de ces rayonnements-là vont nous donner une information différente sur ce qu'on observe. Donc, si on observe un rayonnement gamma, ça veut dire qu'il y a quelque chose de très énergétique qui se produit. Alors, je vais vous montrer quelques exemples d'images qui ont été prises en différentes longueurs d'onde des ondes électromagnétiques. Alors, ici, en fait, on a la galaxie active Cygnus A. Donc, une galaxie active, c'est quoi? C'est une galaxie qui est au centre ici. Et au centre de cette galaxie-là, il y a un trou noir supermassif qui est en activité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a de la matière qui est accrétée par le trou noir. Donc, la matière très chaude, en mouvement. Puis, il va se produire des jets comme ça de matière de chaque côté. Et ces jets-là sont absolument immenses. Et on peut voir ici donc la fin de ces jets-là dans les ondes radio. Et au centre, le bleu, donc ce sont les rayons X, qui sont des gaz chauds autour du noir supermassif dans la galaxie Cygnus A. Et donc les étoiles en jaune sont le visible. Alors vous voyez ici, on a trois différents régimes des ondes électromagnétiques qui nous donnent trois types d'informations complètement différentes. Et donc les ondes radio vont être détectées avec des antennes, comme ici le violet. Pour les rayons X, ici l'image a été prise par le télescope spatial Chandra. Donc les rayons X ne se rendent pas au sol, heureusement pour nous. Donc ils sont bloqués par l'atmosphère, mais si on veut les voir pour faire de l'astronomie, il faut envoyer des télescopes dans l'espace. Et le visible a été pris par le télescope spatial Hubble. Maintenant, voici un autre exemple d'un objet vu en différentes longueurs d'onde. Donc ici, on voit la nébuleuse du Crabe qui est un restant de supernova. Donc, une supernova, c'est l'explosion d'une étoile massive, plus massive que le Soleil. Donc une explosion très violente à la fin de la vie de l'étoile. Et ici, on voit donc cette image ici au centre, c'est une superposition de différentes longueurs d'onde électromagnétiques. Donc le rouge dans cette image-ci, c'est le radio. Et donc on a l'infrarouge en jaune, le visible en vert. Donc ce qu'on pourrait voir avec nos yeux, ce serait seulement ce qu'on voit ici en vert. On voit qu'en différentes longueurs d'onde, on voit des objets, donc des parties de cet objet-là qui sont complètement différentes. Je pense que la plus impressionnante ici, c'est vraiment les rayons X. Donc, c'est complètement invisible à nos yeux dans la lumière visible, mais dans le rayon X, on voit très bien qu'il y a vraiment beaucoup d'activité au centre de la nébuleuse du Crabe. Et en fait, ce qu'on voit ici, c'est l'activité d'un pulsar, qui est en fait le restant, si vous voulez, de l'étoile qui est morte dans la supernova, qui est une étoile hyper dense, hyper compacte, qui tourne très vite sur elle-même et qui éjecte de part et d'autre. Donc, il y a des jets de matière, c'est ce qu'on peut voir en rayon X. Et en rayon gamma, donc je pense qu'on ne le voit même pas, tout ce qu'on peut voir, c'est une source ponctuelle, qui est en fait l'émission de rayon gamma du pulsar lui-même, qui est au centre de la nébuleuse du Crabe. Alors, voici pour notre premier messager quelques dernières informations. On a commencé en parlant du photon. Bien, effectivement, les ondes électromagnétiques souffrent un petit peu d'une sorte de dualité, donc sont un peu bipolaires. Ils se comportent surtout comme une onde à basse énergie. Mais plus on va dans les hautes énergies, plus ils se comportent comme une particule. Donc dans les rayons gamma, c'est très rare qu'on va parler de la longueur d'onde d'un photon gamma. On parle de l'énergie de la particule gamma. Donc cette particule-là, qui est le photon. Le photon qui se déplace à la vitesse ultime, la vitesse de la lumière de 300 000 km par seconde. Une particule qui n'a pas de masse, qui se déplace le plus rapidement à la vitesse ultime. Alors voilà pour notre premier messager qui est les ondes électromagnétiques, ou encore le photon. Alors on revient au modèle standard que je vous ai présenté au départ. Le photon est l'une des 17 particules fondamentales qui composent la matière, ce modèle standard. Alors passons maintenant au deuxième messager. Le deuxième messager, qu'on nomme les rayons cosmiques. Alors les rayons cosmiques, là maintenant on parle de quelque chose complètement différent de la lumière. C'est plus le photon, c'est plus de la lumière. Les rayons cosmiques, qu'est-ce que c'est? Ce sont entre autres des protons, des électrons, donc c'est des parties des atomes que je vous ai présentés au départ, ou encore des noyaux d'atomes plus massifs.
Et ces rayons cosmiques-là, en fait, n'arriveront pas à toucher le sol. Donc, qu'est-ce qui va se produire quand un rayon cosmique croise la Terre? Il va interagir dans l'atmosphère et il va créer une pluie de particules secondaires. C'est un peu comme si vous jouiez au billard, puis vous cassiez une partie de billard. Là. La balle blanche, elle va casser les boules de triangle, et en fait, il va y avoir une pluie de boules de billard. Donc, c'est un peu la même chose. Il y a un rayon gamma qui rentre dans l'atmosphère, interagit, crée une pluie de particules secondaires. Et l'origine des rayons cosmiques, en fait, ça remonte au début du 20e siècle. On s'était rendu compte, avec un petit instrument qu'on a ici, donc il est un électroscope à feuille d'or, qui avait des particules qui croisaient ici, donc qui passaient au travers d'un détecteur, de façon à ce que nos feuilles d'or, donc ici il y avait des feuilles d'or qui devenaient chargées et qui s'éloignaient. Alors on avait vu avec cet instrument-là qu'il y avait des particules dans l'atmosphère qui se promenaient, donc qui croisaient notre détecteur, et on pensait au départ que c'était des particules qui provenaient du sol, possiblement. Mais Victor Hess, lui, il n'était pas persuadé de ça. Et pour faire une expérience, qu'est-ce qu'il a fait? Bien, il est monté à bord d'un ballon à 3000 mètres d'altitude, 3 km, avec un électroscope comme ça. Puis, il s'est rendu compte que les feuilles d'or s'éloignaient 4 fois plus rapidement qu'au sol. Alors, ce qu'il a fait comme découverte, c'était que ces particules-là, ces particules chargées, provenaient pas du sol, mais provenaient du cosmos. Donc, il les a appelés les rayons cosmiques. Voici un exemple, une vision d'artiste à quoi pourrait ressembler un rayon cosmique qui touche le sol. Alors, ce que Victor Hess détectait, en fait, donc, mettons à 3000 mètres d'altitude, il détectait beaucoup plus, comme vous voyez, les particules secondaires sont beaucoup plus denses en haute altitude. Mais ce qu'il détectait, ce n'était pas les rayons cosmiques eux-mêmes, mais plutôt les particules secondaires des rayons cosmiques. Donc, ces boules de billard là, qui viennent d'être cassées. Et la plupart de ces particules secondaires-là sont les muons. Donc, une autre particule de notre modèle standard en présentant le début de présentation. Et en fait, actuellement, en ce moment, il y a à peu près un muon cosmique qui traverse la paume de votre main, au moment que je vous parle. Okay? Et pensez à ça, prendre votre main, là, puis vous dire qu'à chaque seconde, il y a un muon cosmique. Puis là, si vous ne me croyez pas, en fait, je vais vous faire une démonstration. Parce qu'ici, j'ai amené un instrument un peu spécial, peut-être que poser des questions, qu'est-ce que ça peut bien être. En fait, ça, c'est un détecteur de particules. On ne peut pas les voir, les muons, avec nos yeux, comme on peut voir la lumière, mais certains équipements, certains détecteurs peuvent nous permettre de détecter les particules. Et ça, c'est un détecteur de muons. Alors, il y a deux détecteurs, un en haut, un en bas. Et lorsque les deux détectent une particule dans une très courte période de temps, ben, il va faire un compte, il va compter donc plus 1. Et puis on va voir les chiffres, donc je vais le mettre à 1. Voilà. Et donc, en ce moment, notre compteur de muons. Okay. La grosseur du détecteur, c'est à peu près ça gros. Donc c'est un peu plus gros que votre main. Il en détecte, je dirais, une dizaine par seconde. Donc de muons cosmiques. Puis, en fait, pour faire une autre démonstration, je vais ouvrir mon détecteur. Donc, vous voyez en fait ici là, les deux détecteurs qui sont derrière. Je vais vous en sortir un. Donc là, quand ils ne sont plus un au-dessus de l'autre, ils détectent beaucoup moins de muons. Et en fait, à la limite, si je le mets à côté, donc maintenant, il n'y a plus de particules qui frappent les deux détecteurs en même temps, ils arrêtent de compter. Okay? Donc, c'est vraiment les particules, il y en a qui frappent chacun des détecteurs. Mais donc, plus je le rapproche, quand je le lève, il y en a certains qui vont frapper à l'angle comme ça, donc c'est pour ça qu'ils comptent quand même. Alors, voici notre détecteur de muons. Et je vais arrêter le beeper, mais je vais le laisser aller, si vous voulez voir le nombre de muons qui continuent de traverser notre détecteur. Et pensez à ces muons-là qui traversent votre corps aussi en ce moment. Donc, ce détecteur-là ne nous permet pas de les voir directement, mais il y a d'autres appareils qui peuvent les voir et peut-être que vous aurez la chance d'en observer un peu plus tard. Donc, je garde le suspense pour la fin. Alors, qu'est-ce qui produit des rayons cosmiques? Ce sont des objets très énergétiques, donc assez exotiques. Donc, on revient aux objets que je vous ai parlé déjà au départ. Donc, il y a les supernovas, ces morts d'étoiles, donc ces explosions d'étoiles supermassives vont créer
vont accélérer des protons, des électrons, des noyaux plus massifs, donc créer des rayons cosmiques. Les galaxies actives aussi, donc avec leur jet de matière, vont créer des rayons cosmiques. Il y a aussi les quasars, donc qui est en fait une catégorie à part de galaxies actives, donc qui sont beaucoup plus vieilles, beaucoup plus loin et beaucoup plus brillantes, en fait. Et les sursauts gamma. Alors, les sursauts gamma, ça, ce sont des objets qu'on connaît depuis relativement récemment, donc ça ne fait pas si longtemps, mais qui sont toujours très énigmatiques. Donc, ce sont des points dans le ciel qui deviennent hyper brillants en rayons gamma pendant d'une fraction de seconde à seulement quelques secondes. Mais pendant ce court laps de temps-là, ça devient l'objet le plus énergétique de tout l'univers, donc le plus brillant, là, ça devient plus brillant que tout le reste de l'univers. C'est assez incroyable l'énergie. Et on a encore de la difficulté à aujourd'hui s'expliquer exactement qu'est-ce qui cause ces sursauts gamma-là. On pense que c'est possiblement des morts d'étoiles extrêmement massives ou encore de la fusion d'étoiles à neutrons. Et petite anecdote historique, la façon que les sursauts gamma ont été détectés, c'est pendant la guerre froide. Donc, suite au traité de prolifération des armes nucléaires entre les États-Unis et la Russie, en fait, dans le monde, en 1963, les Américains étaient... En fait, ils ne trustaient pas les Russes. Donc, ils ont envoyé un satellite dans l'espace, le satellite Vela, qui était un détecteur de rayons gamma pour tenter de détecter les essais nucléaires des Russes. Puis, ce télescope gamma-là avait une précision, donc un positionnement assez précis. C'était ça le but, de voir où sur Terre ils ont fait l'essai nucléaire. Mais ils se sont rendus compte qu'ils détectaient des rayons gamma très puissants, mais de l'espace, qui ne provenaient pas de la Terre, mais de l'espace. Et ça, c'est resté top secret pendant plus de 10 ans, parce que, bon, c'était un satellite d'espionnage qui était... donc, c'était secret, mais plus tard, ils l'ont expliqué, bon, ils ont dévoilé tout ça à la communauté scientifique, puis ils ont envoyé des différents télescopes pour observer ces sursauts gamma-là. Alors voilà, et bon... dernière chose à propos des rayons cosmiques. Les rayons cosmiques sont des particules chargées. Donc, ils vont être déviés par des champs magnétiques. Donc, ils vont zigzaguer dans l'espace. Contrairement aux photons qui, eux, vont nous arriver en ligne droite. Donc, ils vont pointer dans la direction d'origine. Les rayons cosmiques, on ne peut pas vraiment se fier de l'endroit d'où ils proviennent pour déduire de quelle source ils sont. Et en fait, actuellement, même si on ne sait pas d'où ils viennent, il y a quand même beaucoup de choses à apprendre d'eux. Et actuellement, le plus grand détecteur de rayons cosmiques qui existe sur Terre, c'est le détecteur Pierre Auger en Argentine. Donc, il y a plus de 1600 détecteurs qui couvrent une surface de 3000 km². Et ils détectent des rayons cosmiques à des énergies grandement supérieures aux prédictions physiques. Donc, ça demeure aujourd'hui, donc les plus grands, les rayons cosmiques les plus énergétiques qui sont détectés demeure un des grands mystères de la physique, de l'astrophysique, des hautes énergies. Alors voici notre deuxième messager, donc, qui est constitué de différentes particules du modèle standard, donc les quarks, les électrons et les muons, qui sont encore en train de passer au travers de détecteur. Alors voici, maintenant je vais vous parler du troisième messager, donc, qui est en fait mon messager préféré, les neutrinos. Donc, les neutrinos, c'est une particule dont l'existence a été postulée par Pauli en 1930 pour expliquer quelques anomalies dans les expériences. Il s'est avéré que la particule qui avait postulé existait vraiment. Donc, elle a été découverte expérimentalement en 1956. Donc, les neutrinos sont des particules neutres, très rapides, très légères, et qui passent pratiquement au travers de tout. Alors, je vais vous demander encore de lever votre main à l'horizontale comme ça. Okay? Je vous disais qu'à chaque seconde, il y a un muon qui passe au travers de votre main. Mais là, durant la dernière seconde, il y a 1000 milliards de neutrinos qui ont traversé votre main. Et ça continue. Et c'est sans arrêt comme ça. Donc, et tous ces neutrinos-là, donc 1000 milliards, ça correspond à quoi? Ça correspond à peu près 5 fois, sinon plus, la quantité d'étoiles qu'il y a dans la galaxie de la Voie lactée. Okay? C'est le nombre de neutrinos qui passent au travers de votre main à chaque seconde. Et en moyenne, de tous ces neutrinos-là, vous êtes chanceux s'il y en a un qui interagit avec vous, qui est absorbé par votre corps. Donc vraiment, les neutrinos sont très difficiles à arrêter, très difficiles à détecter, et on va avoir besoin de très grands détecteurs, comme ici le détecteur Super Kamiokande au Japon.
Donc, les neutrinos ont été découverts en 1956, mais l'origine de l'astronomie neutrino remonte à 1987. Donc, en 1987, il y a eu une supernova, une explosion d'étoiles massives, dans le nuage de Magellan, qui est une galaxie voisine à notre galaxie, la Voie lactée. Et il y a 3 expériences qui, en fait, ne cherchaient même pas les neutrinos, et travaillaient sur une autre expérience complètement différente, mais il s'est avéré qu'ils étaient aussi sensibles à la détection de neutrinos. Donc, ils ont détecté 24 neutrinos. C'était un phénomène quand même très rare. Ils pouvaient peut-être en détecter un par semaine. Mais là, dans le temps de 13 secondes, ils ont détecté 24 neutrinos à ces 3 détecteurs-là. Ces détecteurs-là ont été, ces neutrinos-là ont été détectés 3 heures avant qu'on voit la lumière provenir de la supernova. Donc, les neutrinos, comme je vous dis, se passent absolument à travers n'importe quoi. Donc, c'est pour ça qu'ils sont arrivés dès les premiers instants. Tandis que la lumière, elle a été absorbée, elle a fait une marche aléatoire qu'on appelle. Donc, ça lui a pris plus de temps que les neutrinos à se rendre sur la Terre. Et vraiment, donc, ça a été le point de départ de l'astronomie gamma. Neutrinos, pardon. Et ici, on a un exemple, un des détecteurs qui a détecté ces neutrinos de la supernova SM87A. Et les neutrinos, donc leur avantage aussi, comme les photons, ils vont se diriger en ligne droite. Donc, ils devraient normalement pointer dans la direction qui les origine. Et le plus grand détecteur de neutrinos qui existe actuellement dans le monde, c'est le détecteur IceCube, qui est un détecteur absolument incroyable. C'est un gros cube de glace de 1 km, 1 km cube, qui est situé en Antarctique, au pôle sud. Et en fait, il est situé à une profondeur qui se situe entre 1,5 et 2,5 km. Et ça fait 7 ans qu'il est en fonction, et en 7 ans, il a détecté à peu près 70 candidats de neutrinos. Donc, sur ces 70 candidats-là, IceCube, la collaboration d'IceCube estime qu'il y en a à peu près 50% qui sont réellement des neutrinos d'origine cosmique. Donc, comme je vous dis, c'est très, très difficile à détecter. Ici, pour vous donner une idée de l'immensité du détecteur IceCube, donc on a ici la profondeur des cordes avec les 5000, plus de 5000 détecteurs. Donc ici, on a un exemple des détecteurs de IceCube. Ils sont à peu près de 30 cm de diamètre, des sphères avec des détecteurs. Donc ici, on a la tour Eiffel juste à côté. C'est vraiment immense. Imaginez-vous, ici, on a un trou, là, une corde avec toutes les photodétecteurs d'IceCube. Donc ça, ce trou-là descend à 2,5 km de profondeur. C'est absolument incroyable. La façon qu'ils ont creusé ces trous-là, en fait, c'est avec une drill à pression à eau chaude. Donc, il y avait de l'eau chaude qui faisait fondre la glace. Ils pompaient de l'eau un peu. Ils ne vidaient pas tout le trou parce que sinon, ça serait effondré. Mais non, c'est vraiment incroyable. Et à quoi ressemble le ciel en neutrinos? Ben non, ça c'est en visible. Okay? Donc ça, c'est le ciel qu'on voit dans le visible. Vous voyez la Voie lactée ici. Donc c'est vraiment l'entièreté du ciel, là, en 3 dimensions, mais qu'on a projeté en 2D. Ben, en neutrinos, ça ressemble à ça. Donc, on voit en fait les 54 événements. Donc, chaque croix et X que vous voyez sont un événement que IceCube a détecté. Donc, les 54 événements les plus énergétiques que IceCube a détectés. Et ce qui est mystérieux, en fait, c'est que jusqu'à maintenant, lorsqu'on regarde dans les autres ondes électromagnétiques, on voit absolument rien dans la direction d'où IceCube a détecté des neutrinos. Donc, l'origine des neutrinos cosmiques demeure un mystère. On ne sait pas ils proviennent de quoi. On s'attend à ce que peut-être les galaxies actives produiraient normalement des neutrinos, mais on ne voit absolument rien dans les ondes du visible ou les rayons gamma ou les rayons X. Donc, ça demeure un mystère. Alors voilà pour notre 3e messager, qui font aussi partie du modèle standard. Donc, on a 3 différentes sortes de neutrinos parmi les 17 particules du modèle standard. Maintenant, notre dernier messager, qui est les ondes gravitationnelles. Alors ça, c'est un messager qui est tout récent, mais bon, ça a été postulé par Einstein lors de sa publication de la théorie de la relativité générale. Alors Einstein nous a appris que la gravité, en fait, qui est la force qui fait en sorte qu'on se tient debout sur Terre en ce moment, que vous ne tombez pas, en fait, que vous
flottez pas en l'air. Donc la gravité, la force de gravité, c'est la force qui fait en sorte que tout ce qui a une masse s'attire. Donc la Terre a une masse, vous avez une masse. Donc la Terre vous attire et vous attirez la Terre. Mais en fait, Einstein, lui, il s'est dit que sa théorie dit que la force de gravité, ce n'est pas une force qui agit à distance, mais c'est plutôt une déformation de l'espace-temps. Donc ça sonne un peu bizarre, un peu abstrait, mais imaginez-vous, c'est un peu comme si vous aviez un baril ou une poubelle, puis vous tendiez un drap sur cette poubelle-là, puis vous mettez une bille au centre, vous allez voir le drap qui va se déformer au centre. Et si vous mettez un autre objet, vous faites rouler un autre bille, elle va aller vers la bille du centre. C'est un peu la même chose, mais là, cette fois-ci, ce n'est pas un drap qui est déformé, c'est l'espace et le temps. Mais dans sa théorie de la relativité, il disait aussi, il avait prédit que s'il y a une perturbation dans l'espace-temps, une perturbation gravitationnelle, bien, ça créerait une onde qui se propagerait, donc une onde gravitationnelle. Mais ces ondes-là, bon, qu'est-ce que ça fait vraiment? Ça fait en sorte que l'espace et le temps se contracteraient et prendraient de l'expansion. Contraction, expansion, contraction, expansion. Donc, l'espace, le temps et même la matière. Donc, nous-mêmes, on serait contractés s'il y avait une onde gravitationnelle qui passait au travers de nous-mêmes. Par contre, l'effet est absolument minime. Donc, on a ici les détecteurs LIGO, qui sont des détecteurs d'ondes gravitationnelles, et ça constitue en fait des bras de 4 km de longueur, et la contraction due au passage d'une onde gravitationnelle normale, moyenne, donc, serait de l'ordre du millième de la taille d'un proton. Okay, c'est absolument très, très, très petit. Pour vous donner un autre, à quoi ça correspond? Ça correspond aussi à l'épaisseur d'un cheveu par rapport à la distance qui nous sépare des étoiles les plus proches. Donc, c'est vraiment, ça semble être une mission impossible, mais LIGO a réalisé l'impossible parce qu'ils ont annoncé la première détection d'une onde gravitationnelle, donc, qui s'est produite le 14 septembre 2015. Et ici, donc, on voit les deux détecteurs, le signal dans les deux détecteurs, donc, qui est vraiment un signal similaire, et ce qui a confirmé que c'était effectivement un signal, et non pas juste du bruit. Et suite à ça, en fait, il y a deux autres détections qui ont été annoncées. Donc, une autre en 2015, le lendemain de Noël, et le 4 janvier 2017. Et dans tous les cas, les ondes gravitationnelles sont expliquées sur les modèles par la fusion de trous noirs qui ont une masse de quelques dizaines de la masse solaire et qui se sont produits à plus de 1 milliard d'années-lumière de nous. Donc, très, très loin. En fait, ce nouveau messager-là nous a appris encore une fois sur une nouvelle facette de l'univers qu'on ignorait. On ignorait qu'il y avait des trous noirs de quelques dizaines de masse solaire. On connaissait des trous noirs peu massifs, de la taille du Soleil ou un peu plus. On connaissait les trous noirs supermassifs au centre des galaxies, qui sont des millions de masses solaires, mais 20 masses solaires, c'est LIGO qui nous a appris ça, donc le quatrième messager. Par contre, le quatrième messager, contrairement à tous les précédents, ne fait pas partie du modèle standard. Donc, c'est pas une particule, et ça, en fait, ça constitue un des grands problèmes de la physique théorique en ce moment, parce que, comme je vous ai dit, le modèle standard, c'est une des théories qui a le plus de succès aujourd'hui. Par contre, elle a un gros problème aussi, c'est qu'elle n'inclut pas la gravité. La gravité, bon, à petite échelle, à l'échelle des particules, n'est pas très importante. En fait, on ne la voit pas, on ne la sent pas, mais à notre échelle, à nous, elle est hyper importante. Puis à l'échelle de l'univers, la gravité est très importante aussi. Alors, voilà, encore une fois, c'est à suivre, c'est un autre des mystères de la physique. Donc, voici une vision d'ensemble de nos 4 messagers que je vous ai présentés. Donc, les ondes électromagnétiques, entre autres la lumière, c'est un messager qu'on utilise depuis plusieurs milliers d'années. Les rayons cosmiques, ça fait environ 100 ans, donc depuis l'expérience de Victor Hess dans son ballon. Les neutrinos, eux, seulement 30 ans, donc en 1987, on a détecté les neutrinos de la supernova. Alors que les ondes gravitationnelles, ça fait seulement 2 ans. Alors ça, c'est pour vous donner une idée du fait que la physique, l'astrophysique des hautes énergies est constamment en évolution. Et donc, c'est vraiment, on est dans un moment excitant, vraiment intéressant à suivre. Donc, il y a plein de découvertes qui sont à suivre et peut-être même des nouveaux messagers qu'on découvrira dans le futur. Alors, pour terminer, je veux juste vous parler un petit peu de
ce que moi je fais pour ma maîtrise. En fait, moi je travaille sur le projet Veritas, qui est un observatoire de rayons gamma. Alors, vous voyez ici, les 4 télescopes de Veritas sont situés à Amado, en Arizona. Donc, j'ai eu la chance à 3 reprises d'aller faire de l'observation là-bas, donc de contrôler ces gigantesques télescopes de 12 mètres de diamètre. Puis donc, on fait de la recherche en rayons gamma. Et moi, mon sujet de recherche, plus spécifiquement, c'est un peu lié à ma présentation parce que j'analyse les observations qu'on a faites dans la direction des neutrinos que IceCube a détectés. Donc, je vous ai dit qu'on avait jusqu'à maintenant pas vu absolument rien dans la direction des neutrinos d'IceCube. Bien, on cherche présentement en rayons gamma. Oups. OK. Fait que. C'est bon? Donc, jusqu'à maintenant, on n'a rien trouvé. Donc, ma maîtrise, mon mémoire risque d'être juste on n'a rien vu. Ben, quand même, non, mais quand même, ça contraint quelques modèles théoriques, des blazars. Et donc, je vous ai inclus quelques photos. Donc, c'est pas un métier de repos être astronome. Surtout en Arizona, il y a toutes sortes de dangers, des périls, dangers quotidiens. Donc, c'est un milieu hyper aride, hyper sec, toujours avoir une bouteille d'eau, crème solaire, chapeau. Puis, il y a des épines, à peu près tout a des épines là-bas. Et il y a des sortes d'animaux aussi dont il faut se méfier. Donc, ici, on a un essaim d'abeilles tueuses. Au départ, je pensais que c'était un nid. Ça, c'est Ben qui a pris cette photo-là, un postdoc à McGill. Mais c'est pas un nid, c'est un essaim d'abeilles. C'est des abeilles qui sont une par-dessus l'autre. Ce sont des abeilles tueuses et c'est probablement le danger le plus intense là, en Arizona qu'il faut se méfier le plus. En fait, il y a quelques années, il y a quelqu'un qui est mort, lui et son chien, qui ont été attaqués par des abeilles tueuses. Puis en fait, on a même un briefing de sécurité. Il nous explique, quand on arrive là-bas, sur le site, tout ce qu'il faut faire dans le cas où on rencontre un ours, un cougar, un serpent sonnette. En général, il faut se mettre gros, puis reculer tranquillement jusqu'à temps qu'on soit à une distance sécuritaire. Mais dans le cas des abeilles tueuses, la seule chose à faire, c'est courir le plus vite qu'on peut, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Donc ici, ça c'est un serpent sonnette que j'ai pris en photo, un scorpion qui était dans le building où on travaille. Puis bon, je prenais des photos, même j'ai mis un 25 cents à côté pour savoir la taille. Puis après ça, j'ai fait des recherches sur Internet, puis je me suis rendu compte que c'était le scorpion le plus dangereux en Amérique du Nord. Très agressif, et qu'il fallait se tenir loin. Mais malgré tout, l'Arizona, c'est vraiment un super beau coin des États-Unis. Il y a vraiment des paysages à couper le souffle, une super belle randonnée à faire. Donc c'est beau le jour comme la nuit. Les ciels sont vraiment super beaux sur le site de Veritas. Et justement, pour conclure, je vais vous présenter un petit diaporama vidéo, en fait, de photos de time-lapse que j'ai pris pendant mes voyages à l'observatoire.
Oui, ben, pour terminer, en fait, je vous ai parlé tout à l'heure qu'il y avait une façon de voir directement les rayons cosmiques, donc, qui notre détecteur compte toujours. Et en fait, j'ai installé une petite expérience qui s'appelle la chambre à brouillard dans le Cosmolab. Et donc, c'est un montage assez simple qu'on peut même faire par soi-même. Mais bon, ça prend de la glace sèche, qui n'est pas toujours facile à se trouver, et ben, de l'alcool qui se trouve dans la pharmacie. Donc, j'ai acheté l'alcool que j'utilise en ce moment chez Jean Coutu. Puis, donc, avec la lumière, ce qui se produit en fait, c'est que la glace sèche dans le bas va faire en sorte que l'alcool qui se trouve dans l'aquarium va se condenser. Puis, la surface en haut qui est chaude pour l'alcool va faire en sorte que l'alcool va s'évaporer. Donc, il y a condensation, évaporation, puis ça fait une espèce de milieu hyper dense. Sur Saturne, merci. Ça fait en sorte que lorsqu'il y a une particule, un rayon cosmique par exemple, qui traverse la chambre à brouillard, ben, ça va ioniser l'alcool, le gaz, et on va pouvoir voir des traces. Donc voici quelques exemples. Donc dans le cas des petites courtes comme ça, ce sont des particules alpha qui proviennent du radon. Donc c'est pas des rayons cosmiques, c'est de la radioactivité qui est dans l'air et dans le sol. Mais les longues traces, donc on en voit quand même assez facilement, ce sont des muons qui proviennent de l'espace. Il y a aussi celles qui font des zigzags, qui sont des électrons et des anti-électrons, donc on peut même voir de l'antimatière. Et si vous avez la chance de voir une fourchette comme ça c'est la désintégration de particules. C'est facile à voir. Et donc on va y aller peut-être par petits groupes. Oui, dans le fond, ça se passe dans le Cosmolab, qui est une des salles d'exposition qu'on a ici et qu'on peut accéder via le hall d'entrée. Évidemment, on ne peut pas être toute la salle autour de l'expérience. Alors, vous pourrez y aller par petits groupes. Samuel va se trouver là, d'ailleurs. Alors, si vous avez des questions à poser à Samuel suite à sa conférence, bien, ce sera l'occasion idéale d'aller jaser avec un vrai scientifique. Une espèce rare, mais qui pullule beaucoup ici, au Mont-Mégantic. Juste à pas les nourrir. Donc, merci beaucoup, Samuel. On peut la